Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Toujours un grand plaisir de vous accueillir, soit en présentiel dans notre amphithéâtre de Cézanne-Nanterre. Aujourd'hui, nous accueillons des ingénieurs en formation d'ingénieurs BTP par apprentissage 4e année, ainsi que des assistants QSE. Merci à vous de votre présence et également ceux qui nous regardent via le live, que ce soit tous les mardis de 13h à 14h ou pour la première fois, bienvenue à vous. Nous avons évidemment des salariés de nos 25 centres saisis en France, mais également d'autres apprenants, des tuteurs, nos partenaires, des institutionnels ou tout simplement vos réseaux personnels. Je le rappelle, le live, ça permet de suivre chaque semaine donc les causeries saisies qui sont des conférences organisées de fin octobre à fin avril, une 25-26 par an depuis 10 ans maintenant. Donc on peut le suivre via le live, un lien unique, gratuit, diffusable. Il suffit de cliquer à 13h et le lien se termine à 14h. Rien de plus simple. Vous avez la possibilité également de revoir ou voir tout simplement l'ensemble des thématiques des 4 dernières saisons sur la chaîne YouTube Saisie, dans la playlist Les Causeries Saisies. C'est vraiment un outil de culture générale, de ressources pour vous, n'hésitez pas. Je parle également à mes confrères dans les autres centres, ces possibilités pour vous d'avoir des outils dans vos cours pédagogiques. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on propose. Donc, comme je le disais, les causeries saisies, 10 ans maintenant, à vous proposer des thématiques diverses et variées, comme vous pouvez le voir. On aborde tout plein de sujets, méthodologie et technologie, sciences humaines, les enjeux du 21e siècle, ou encore la culture générale, abordant des thématiques d'art, sur l'environnement, l'économie ou tout autre sujet. Sujet toujours d'actualité, c'est ça l'intérêt. Transverse également, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour un cours. L'idée, c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit sur des thématiques que vous n'auriez pas forcément abordées dans vos cursus ou dans vos vies à côté. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir quelques connaissances pour pouvoir interagir et puis discuter, que ce soit dans votre parcours professionnel. Demain, vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas parler, pour vous qui êtes dans le BTP, de grue ou de béton. Vous allez parler actualité, économie, sociologie, art ou autre. Et c'est ça qui va faire que vous ayez une plus-value et potentiellement vous faire remarquer dans votre parcours professionnel. C'est également le cas dans votre vie personnelle, être toujours des citoyens plus avertis, toujours plus riches de connaissances et avoir la capacité d'interagir et d'aller plus loin dans vos réflexions. Donc c'est ça qu'on vous propose. Une nouvelle thématique aujourd'hui, grâce à Louise Austin, qui vient nous parler donc sujet d'actualité, comme je vous le disais, les autres étés, toujours dans ce grand sujet de transition écologique, de responsabilité, que ce soit civile ou dans tous les aspects des métiers. Elle va en parler mieux que moi, je la laisse se présenter, on peut l'accueillir chaleureusement. Merci Louise d'être là aujourd'hui. Louise qui travaille au SIAP, elle va le présenter, SIAP qui est partenaire de Saisie sur maintes projets et nous remercions évidemment à chaque fois nos collaborateurs du SIAP pour leur interaction avec nous. Merci Louise et je vous souhaite une très bonne causerie. Je rappelle juste pour les questions. Je vous l'ai dit dans la salle, vous levez bien la main à partir de 50 pour poser vos questions à Madame Austin. Et vous qui nous regardez via le live, vous envoyez vos questions à causerie au pluriel @cesi.fr. Je répète, causerie au pluriel @cesi.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. À très bien, à tout à l'heure et Louise, bonne causerie. Déjà, merci pour cette introduction. Donc effectivement, bonjour à tous et bonjour au live. Donc je suis Louise Austin. Je suis référente d'ingénierie pédagogique pour le SIAP. Le SIAP étant le service public qui traite les eaux usées en Île-de-France. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qu'il s'agit donc de la réutilisation des eaux usées traitées, qui est assez récent en tout cas au niveau de la législation française et nous allons voir tout ça aujourd'hui ensemble. Donc déjà, laissez-moi vous poser cette question. Seriez-vous prêt à reboire l'eau de vos toilettes? Si la réponse à cette question est un non catégorique, j'espère que votre rêve d'enfance n'était pas d'être astronaute à l'ISS, puisque c'est un petit peu ce qu'ils sont obligés de faire.
Effectivement, donc à l'ISS, il faut bien comprendre que quand on envoie des astronautes tout là-haut dans l'espace, ça coûte beaucoup d'énergie. Et l'eau, ça pèse lourd. Alors oui, la nourriture, on peut la faire déshydrater. Par contre, de l'eau déshydratée, ça, on ne sait pas encore vraiment faire. Du coup, quand on envoie un astronaute, on l'envoie avec la quantité d'eau dont il va avoir besoin pour sa mission. Il est donc extrêmement important de réutiliser un maximum cette eau. Pendant des décennies, ils avaient un taux de réutilisation de 93-94% de l'eau qu'ils emmenaient avec eux jusqu'à l'ISS. Mais depuis juin 2023, la NASA a publié un nouvel article sur une avancée qu'ils ont réussi à faire dans la réutilisation de l'eau à l'extrême, puisque avec leur nouveau système, ils ont réussi à gagner 4 petits pourcents. Donc maintenant, on est à 98% de réutilisation totale de l'eau à l'ISS. Donc comment ils font ça ? Pendant des décennies, comme vous voyez sur le schéma, il y a pas mal de choses qui se passent. On récupère donc absolument tout, les urines, l'humidité ambiante et évidemment les eaux de douche, on les traite et ça refait de l'eau de douche. Et depuis peu, on a donc un nouvel élément où en fait on récupère l'urine, on la traite, on la fait sécher, ça redevient de l'humidité ambiante qui est captée comme l'humidité que vous produisez avec la respiration pour du coup refaire de l'eau utilisable au sein de l'ISS. Alors, je vous rassure, en France, on n'est pas encore à ce niveau de devoir réutiliser même l'eau que l'on expire. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, tout simplement, c'est comment on utilise l'eau dans le monde, comment se fait la réutilisation des eaux usées dans le monde, et après, on ira un peu plus près de chez nous, puisqu'on va s'intéresser vraiment à la France et ses usages de l'eau, ainsi que la réutilisation des eaux usées en France. Donc déjà, est-ce que vous connaissez vos usages de l'eau ? Ou plutôt le grand cycle, les petits cycles de l'eau que normalement vous avez tous vus au collège. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons en tout début donc l'évaporation. Donc ça, c'est quand il fait chaud, l'eau s'évapore. Et l'évapotranspiration, c'est les végétaux. Quand ils suent, et oui, les végétaux vont suer également, ça va faire pareil de l'humidité ambiante. Il fait froid, qu'est-ce qui se passe ? Il va pleuvoir. On va récupérer cette eau. Donc c'est la précipitation et on la récupère soit sous forme de ruissellement, soit sous forme de percolation. Donc le ruissellement, ça vient alimenter nos rivières et la percolation, c'est en toute logique ce qui va alimenter nos nappes phréatiques. Là-dedans, on va intervenir. Nous sommes en agglomération parisienne. L'eau que vous buvez, elle provient de la Seine ou de la Marne, selon exactement là où vous vous trouvez en Île-de-France. Donc il faut comprendre que dans la rivière, on va capter l'eau, on va la potabiliser, on va l'utiliser, donc la souiller. Et la station d'épuration, ici, petit point numéro 9, va purifier cette eau pour la rendre aussi propre que possible au milieu naturel. Par contre, on ne la rend pas à l'identique. Et il faut bien comprendre que quand je vous ai dit « seriez-vous prêts à reboire l'eau de vos toilettes ?» Vous m'avez tous dit non. Pourtant, c'est un peu ce que vous faites, déjà aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas vos toilettes que vous rebuvez, mais les toilettes de la personne avant vous sur la rivière. Il ne faut pas oublier que mon rejet est l'aval, donc l'entrée de quelqu'un d'autre plus loin en bout de chaîne. Donc évidemment, c'est traité et fortement dilué par le débit de la rivière. Donc ça nous dégoûte un petit peu moins. Ceci dit, vous regarderez votre robinet un peu différemment tout à l'heure. Il faut bien comprendre aussi maintenant que les usages de l'eau, ils ne sont pas pareils dans le monde selon la ressource. Nous, on est un pays, comme on dit, industrialisé. Pourquoi ? Nos ressources en eau sont les suivantes. On va consacrer 0 à 16% de notre eau aux usages domestiques. Les usages domestiques, c'est vous. Quelle eau vous utilisez au quotidien ? Alors, pour les bons élèves, ceux qui vivent dans un tout petit appartement, qui n'ont pas de plantes vertes, qui prennent une douche d'exactement 3 minutes chronométrée et on n'attend pas que l'eau soit chaude avant de compter les 3 minutes, vous utilisez peut-être 90 litres par jour. Et ça, c'est bien sûr si vous ne faites pas une lessive tous les jours. Pour les plus gros consommateurs, notamment dans le sud de la France, quand il y a des piscines, quand il fait chaud, on va utiliser plus de 300 litres en une seule journée et par personne. Donc on considère que la moyenne française est d'environ 150 litres par jour et par habitant, afin de moyenner un petit peu nos usages de l'eau. Donc ça, ce sont les usages domestiques. Et on voit que pour le cas de la France, l'agriculture utilise à peu près la même quantité d'eau, aussi 16%. Ça veut dire que, on n'utilise même pas 40% pour nos besoins primaires, notre vie et notre alimentation, et tout le reste, plus de 60%, est dédié à l'industrie. Quand on est assez chanceux pour faire ça, on a un pays dit industrialisé, parce qu'on peut allouer nos ressources qui sont excédentaires à des besoins non primaires, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde.
Donc, mais il faut bien comprendre qu'on a des problématiques qui arrivent, et des problématiques donc, qui vont nous toucher à moyen et long terme, et à petite ou grande échelle. Donc, les conférences des Nations Unies ont émis cette problématique, 40% de déficit en eau douce à l'échelle mondiale d'ici 2030. Donc, d'ici même pas 6 ans, nous aurons moins 40% en eau douce. Il faut comprendre que l'eau douce, ce sont donc nos rivières, nos lacs et nos nappes phréatiques, mais également les glaciers. Bon, effectivement, avec les dérèglements climatiques, l'eau des glaciers devient liquide, donc elle est utilisable. Pour autant, est-ce une bonne chose? Pas forcément. Le reste de l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée. Les océans et les mers font la majorité de l'eau présente sur Terre. D'ici 2100, ces 40% de déficit ils seront présents dans le sud-ouest de la France. On aura également moins 10% de précipitations. Donc ça, c'est encore si on suit les plus 2 à plus 4 degrés prédits par le GIEC, qui reste la moins néfaste scénario. Ça pourrait être pire. Il faut bien comprendre que la sécheresse de 2022, elle a été très traumatisante pour la France. On a eu moins 30 à moins 40% de pluie sur des territoires comme la Bretagne, la Manche et le Midi. Et on n'a pas eu de pluie pendant toute la période hivernale et automnale 2022. Il a vraiment fallu attendre l'année suivante, janvier 2023, avant d'avoir les premières précipitations. En quoi c'est embêtant? Tout simplement parce que c'est la période pendant laquelle nos nappes phréatiques auraient dû se recharger. Quand il pleut, en ce moment il pleut beaucoup, mais on est en avril, c'est tout verdoyant dehors. Vous avez vu, les cerisiers sont en fleurs, on a de l'herbe. La végétation utilise cette eau, donc elle ne va pas percoler le sol jusqu'à la nappe phréatique. Là où l'eau de pluie est intéressante pour cette recharge, c'est vraiment l'automne et l'hiver, quand il n'y a pas de végétation pour capter cette pluie. Pour autant, quand le sol est trop gorgé en eau, pareil, ça ne percole pas non plus. Il y a un juste équilibre à avoir. Donc, par contre, en parallèle, qu'est-ce qu'on a? Si j'ai pas d'eau douce, qu'est-ce que je fais? Je produis de l'eau potable à partir de l'eau de mer, puisque j'en ai plein. Sauf que, donc on a eu un fort doublement. En 10 ans, on est passé à 21 000 unités de dessalement de l'eau de mer à travers le monde. Ok, c'est cool, on donne de l'eau aux gens. Sauf que c'est extrêmement gourmand en énergie. Donc, en faisant de l'eau par ce moyen, qui parfois est le seul, on produit énormément d'émissions carbonées. Et on produit ce qu'on appelle un sous-produit de la saumure, donc quelque chose d'hyper salin qu'on va rejeter dans la mer. Et vous allez me dire, ok, la mer c'est déjà salé, en quoi ça pose un problème de remettre du sel dedans? Et en fait, c'est une très grosse problématique. Quand on va augmenter la salinité de la mer, on va diminuer la quantité en oxygène dissous dans le milieu marin. On a également un phénomène de réchauffement des milieux marins qui va également diminuer la quantité en oxygène dissous. Et la quantité en oxygène dissous, elle est importante pourquoi? Pour toute la faune marine. Donc on est en train de tuer les poissons à petit feu par la chaleur et par le sel. La Banque mondiale, elle estime que si aujourd'hui, en 2023, on a produit 40 km3 de saumure, si on continue avec la production d'usines de dessalement, on passera à 240 km3 d'ici 2050. Mais on va voir qu'il y a donc des choses qui sont possibles. On peut faire de la réutilisation des eaux usées traitées. Ça marche un peu de la même manière que le dessalement de l'eau de mer, sauf qu'au lieu de traiter de l'eau de mer, je traite de l'eau usée déjà pré-traitée. Ce qui fait que mon sous-produit, ce ne sera pas de la saumure, ce sera autre chose. On va s'intéresser par exemple à l'État californien, donc aux États-Unis, qui est plutôt aride. Donc on voit ici qu'au nord, ça va, c'est un petit peu vert, mais au sud, c'est bien aride. Et si je fais un petit zoom, qu'est-ce qu'on voit? Des jolis carrés, des jolis champs bien carrés, bien définis. Si vous êtes fan d'amandes, sachez que 80% de la production d'amandes mondiale est produite en Californie. État aride, les amandiers ils adorent la chaleur. Le problème, c'est que c'est un arbre extrêmement gourmand en eau. Et l'État californien a bien compris que s'ils voulaient sauver leur économie, ils avaient intérêt à trouver un moyen d'alimenter en eau cette agriculture et rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont quand même déjà à 18% de réutilisation des eaux usées traitées, ce qui est un très bon pourcentage, mais ils ont un objectif de x3 d'ici 2030. C'est un tout petit projet, seulement 750 millions de dollars. Ça fait un petit 695 millions d'euros. Ouais, franchement, tout le monde peut faire. On va se rapprocher maintenant d'une petite ville, toujours du coup en Californie, qui s'appelle Healdsburg. Healdsburg, donc c'est une ville
où 50% justement de la consommation annuelle est traitée et redonnée gratuitement ou en partie aux habitants pour leurs usages non domestiques. C'est-à-dire que moi, si je suis habitante à Ellsberg, je peux demander à ma mairie de me redonner de l'eau usée traitée pour arroser mes plantes, par exemple. Ça représente 1,3 million de mètres cubes d'eau que les habitants réutilisent annuellement. C'est assez intéressant, en tout cas pour des usages non domestiques, et redonner du coup cette eau déjà utilisée par les personnes à ces mêmes personnes. Si maintenant on va dans une ville un petit peu plus grosse, Los Angeles, donc Los Angeles qui est extrêmement touristique et extrêmement connu à travers le monde, qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Encore une fois, un tout petit projet vraiment qui coûte 3 francs 6 sous. Ils ont un projet de nouvelle usine d'épuration combinée à leur nouvelle usine de potabilisation, et ce pour toute la région de Los Angeles. Donc encore une fois, c'est vraiment un petit projet, seulement 3,4 milliards de dollars. Et j'ai affiché tous les zéros pour que vous visualisiez un petit peu mieux ce chiffre. Donc encore une fois, là, c'est une nécessité. Ils sont dans un endroit aride, ils ont la mer à côté. Le choix, il a vite été fait entre dessaler de l'eau de mer ou réutiliser les eaux de la population de Los Angeles. Ici, le projet, il est intéressant puisqu'ils ne captaient pas leurs eaux dans une rivière. Ils la captaient au niveau de la mer, et donc quand ils vont faire cette réutilisation des eaux usées, ils ne vont pas pénaliser un milieu, comme nous le verrons plus tard. Mon dernier exemple mondial, il est assez connu puisqu'il fait référence dans le sujet, c'est Singapour. Donc Singapour, c'est une ville, enfin plutôt un État-nation, qui se trouve au sud de la Malaisie et qui n'a donc pas de ressources à proprement parler d'eau potable. Donc très vite, ils ont dû adapter du coup leurs usages pour être sûrs de garder leur souveraineté au niveau de l'alimentation en eau potable pour la population. Ils ont donc créé leurs 4 réservoirs, ou ce qu'ils appellent leurs 4 robinets. Ils captent l'eau de pluie un maximum et la mettent de côté pour en faire de l'eau potable. Ils achètent beaucoup d'eau brute à potabiliser à la Malaisie, mais c'est donc de cet apport qu'ils essayent de se libérer. Et ils font de la désalinisation. L'autre chose qu'ils font, c'est le fameux New Water. New Water, c'est donc le projet singapourien qui est quand même dans les tuyaux depuis 1972 et qui a été initié en 1998. Donc ce projet est plus vieux que la majorité d'entre vous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent justement l'eau usée de Singapour pour en faire de l'eau ultra potable. Pour le coup, cette eau qui vient du coup des toilettes pures des Singapouriens, elle a des teneurs dans plusieurs paramètres bien en dessous de ce qui est recommandé par l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé. C'est une eau de meilleure qualité que par les fonctionnements conventionnels. Par contre, les Singapouriens, ils sont comme vous et moi, quand je leur dis que je tire la chaise d'eau et que ça retourne à mon robinet directement, ça passe encore pas très bien au niveau collectif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on incite plutôt les entreprises, les industries à utiliser cette eau qui est tout à fait conforme, voire même plus. Et on garde les eaux plus conventionnelles, l'eau de pluie, l'eau dessalée et l'eau de la Malaisie pour l'usage domestique des Singapouriens. Donc, comment ça marche? C'est de la micro ou de l'ultrafiltration. Après, il y a de l'osmose inverse. Et après, il y a une désinfection aux UV et encore un affinage. Le pH, il est ajusté et encore une fois, cette eau, elle est techniquement prête à être distribuée pour monsieur et madame tout le monde. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils vont donc privilégier soit les industriels, soit utiliser quand même 6% de ce qu'ils produisent pour alimenter des cuves d'eau brute. Donc ouais, ils mettent dans de l'eau pluviale ou l'eau de la Malaisie une eau ultra pure qui aurait pu être consommée, mais à partir du moment où c'est dilué, ça passe mieux dans le collectif. Donc New Water, officiellement, il a été lancé en 2003 et ça a tellement bien marché que le modèle s'est exporté en Chine dès 2005. Donc aujourd'hui, à Singapour, on a 5 usines de New Water qui produisent 76 000 mètres cubes par jour. C'est donc une très belle performance. Et en France, du coup, déjà, on estime en 2018 que 4% du volume d'eau totale est réutilisé dans le monde. Si on se rapproche un petit peu, donc ça fait quand même 14,2 milliards de mètres cubes par an. Et la moyenne européenne, elle est donc de 2,4% d'eau réutilisée en 2015, la moitié du pourcentage moyen mondial. Maintenant, petit vote à main levée rapidement. Qui ici pense que la France est plutôt au pourcentage mondial au niveau de sa réutilisation des eaux usées? Levez bien la main.
Ok, vous êtes une petite vingtaine, donc on va dire 10% de la salle, qui pense maintenant qu'on est dans la moyenne européenne, donc aux alentours de 2% de réutilisation des eaux usées. Là, on a 5, soit 10, 15, 20, 30, 35, 40 peut-être sur 200. Ouais, un peu plus. Et maintenant, qui pense qu'on n'est pas bon élève du tout et qu'on utilise beaucoup moins que 2% de nos eaux? Ouais. Une vingtaine. Ok, vous êtes une vingtaine également. Eh bien, effectivement, en France, en 2023, nous ne réutilisions qu'1% de nos eaux usées traitées. C'est très très faible, surtout quand on compare à nos voisins directs, l'Espagne qui a quasiment 20% et l'Italie qui a 8%. Alors déjà, pourquoi on a une telle disparité? Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Dolce Vita ou la Siesta en Espagne, elles sont là pour une chose, il fait beaucoup plus chaud qu'en France. Ils avaient donc beaucoup plus de tension au niveau de leur rapport en eau potable que le territoire français. Ils ont donc dû s'adapter plus vite. Le CEREMA nous donne comme chiffre qu'en France, on traite 8,4 milliards de mètres cubes d'eau usée par an, en France. Alors bien sûr, toutes les stations d'épuration ne se valent pas. On en a qui sont toutes petites, qui vont traiter même pas 100 habitants. Et on va avoir des stations comme au SIAP qui vont traiter 4 millions de franciliens. Donc ouais, c'est forcément pas tout à fait les mêmes ordres de mesure. Ensuite, selon le besoin, on n'est pas forcément dans le cas où une eau potable, dans tous les paramètres, elle est utile. Si je veux faire de la production de bois pour des meubles ou du papier, mon eau, elle n'a pas besoin d'être potable. Du moment que pour l'arbre, c'est pas de l'urine pure, il sera content et ça lui suffira bien. Si par contre, vous souhaitez utiliser de l'eau déjà traitée et que vous voulez faire des salades ou des tomates, donc des aliments qui vont être consommés crus par les consommateurs, là, vous avez intérêt à avoir une eau d'excellente qualité parce que si la personne, elle tombe malade, ce sera de votre faute. Donc forcément, selon les usages, on n'a pas besoin de la même qualité. Et il est important du coup de raisonner usage par usage et est-ce que c'est opportun à cet endroit. Donc le but ici, c'est pas de faire du remplacement, c'est vraiment une substitution, une eau non potable mais sanitairement acceptable. Donc pourquoi on a autant d'écart avec nos voisins, puisque là on ne parle même pas d'eau pour nos champs, mais vraiment des usages non domestiques? Eh bien tout simplement à cause de la législation. Donc déjà en France, il faut bien comprendre qu'on a beau dire qu'en Bretagne il pleut tout le temps, il pleut en termes de millimètres par an, pas beaucoup plus qu'en Île-de-France dans certains endroits. Si on veut énormément d'eau, il faut plutôt aller dans les Landes, puisqu'on va avoir jusqu'à 1800 mm de pluie par an. C'est pour ça que c'est aussi verdoyant alors qu'on est dans le sud de la France. Mais si on fait une petite moyenne en France métropolitaine, on considère donc qu'on va avoir 900 mm de pluie par an sur la superficie de la France qui est d'environ 552 000 km². Ça nous donne en termes d'eau météorite, ça comprend la neige, quasiment 500 milliards de mètres cubes d'eau. Ça va, on est large. Ouais, non, sauf qu'il y en a déjà 60% qui s'évaporent. Ok, c'est pas grave. Et on va quand même récupérer 11 milliards de nos voisins. Parce que la petite goutte de pluie, elle voit une ligne sur une carte, elle est ouais, mais moi je sais pas lire. Donc je vais aller du côté de la montagne qui m'intéresse. Peu importe si au début j'étais en Suisse ou au Luxembourg, je finis du côté de la France. Ce qui fait qu'en eau utilisable en France, on tombe à 200 milliards de mètres cubes d'eau par an, ce qui est déjà pas mal. La problématique maintenant, c'est que les changements climatiques, ils influent directement sur ce paramètre. Ce qui se passe, c'est qu'avec les réchauffements climatiques, les événements extrêmes, ils deviennent de plus en plus forts. Donc quand il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, et quand il pleut de plus en plus fort. Donc c'est inégal tout au long de l'année. D'ici 2050, l'évaporation, elle va augmenter. On estime que le débit des cours d'eau, il va chuter de 10 à 40%, alors que déjà aujourd'hui, on a souvent à la télé des images de lits majeurs de rivières complètement à sec. Et le rechargement des nappes phréatiques, il va diminuer de 10 à 25%. C'est pour ça qu'il est important de commencer à revoir nos usages rapidement. Donc on a dit que voilà, sur les 500 milliards de mètres cubes d'eau météorite, on n'en récupère que 200 milliards. Donc on va en consommer que 6 milliards. C'est pas tant que ça au final. Il y en a 18 milliards qui vont sortir du territoire, encore une fois, parce que c'est pas sur la bonne ligne, le bon bassin versant.
mais la majorité, 88%, donc 176 milliards, ça finit à la mer. Tout simplement parce qu'il y a 40% de ruissellement, et enfin 60% de l'eau météorite qui va s'infiltrer dans les sols. Et encore une fois, selon la période de l'année, soit c'est utile pour la recharge des nappes, soit c'est utile pour l'agriculture, mais pas les deux en même temps. Ce qui est problématique maintenant, ce sont ces cartes. Ces cartes, elles nous montrent avec des couleurs, donc c'est très visible, le taux du coup, de nos nappes phréatiques à travers le territoire français. Donc là, c'était en août 2022 et août 2023. Donc vous me dites, oui, en août, il fait sec, on utilise de l'eau, c'est normal qu'on soit soit dans le jaune, donc c'est à modérément bas, soit carrément dans l'orange, au niveau très bas, puisque à part gros orages d'été, il ne pleut pas en août. En août 2023, cependant, on avait quand même des nappes phréatiques qui étaient encore à un assez bon niveau. Là où c'était dramatique maintenant, c'était en décembre. Donc encore une fois, tout l'automne et hiver 2022, il n'a pas plu. Il a vraiment fallu attendre janvier 2023 avant d'avoir des précipitations. Et c'est là où c'était dramatique, puisque le niveau des nappes était extrêmement bas partout sur la France en décembre 2022, et on voit en décembre 2023 où le niveau des nappes était déjà très haut à certains endroits et continuait de monter. C'était bien sûr avant du coup les grandes inondations, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, que l'on a connu en janvier de cette année. Donc là, la plupart des nappes sont encore plus hautes qu'au moment de la carte. C'est là où les collectivités et du coup notre gouvernement s'est dit oui, alors il va peut-être falloir agir et rapidement. Donc c'est ce qu'on a fait. Déjà, on n'était pas sans réglementation au niveau des eaux de pluie et des eaux usées pendant des décennies. On avait déjà des textes dès les années 2010 qui nous permettaient certains usages très restreints. On pouvait utiliser de l'eau de pluie et on pouvait utiliser des eaux usées traitées, mais uniquement pour l'arrosage d'espaces verts. C'était très limité. On a commencé à avoir un premier levier d'action avec la loi AGEC. Donc c'est la fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ouais, vous entendez beaucoup parler d'économie circulaire dans votre cursus, qui du coup était juste avant le premier confinement Covid et qui commençait à dire qu'effectivement l'eau aussi il faudrait peut-être l'économiser. On a eu du coup juste avant la grande sécheresse en mars 2022 un premier décret relatif du coup aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées. Ouais, on aime bien faire des titres à rallonge pour les décrets, qui disait que pour 5 ans, on autorisait un petit peu plus d'usage. 2022 est passé, on a vu que la situation allait en s'empirant, que tout était très sec, et on s'est dit, alors on va faire un autre décret en août 2023 qui dit que le décret de 2022, il n'y a plus de limite de temps. Vous pouvez y aller, il n'y a plus de limite de 5 ans, allez-y, il nous faut des solutions. Donc le décret de mars, il autorisait l'usage pour les espaces verts, ce qui était déjà le cas. Mais maintenant, on pouvait également nettoyer les rues et les trottoirs, c'est déjà bien. L'hydrocurage des réseaux d'assainissement, donc ça, vos égouts, de temps en temps, faut les récurer parce qu'il y a plein de choses qui se déposent. Et surtout, la lutte contre les incendies. Il faut bien comprendre que pendant des années, la recharge des citernes pour lutter contre un incendie, c'était de l'eau potable. Donc oui, c'était très important. Par contre, est-ce que c'était l'usage le plus raisonné de cette ressource ? À voir. Donc le décret de août, il étend les possibilités, comme on l'a vu, et surtout, il a simplifié le régime d'autorisation. Donc pendant très longtemps, on devait, même pour l'eau de pluie, faire de très gros dossiers au niveau de la préfecture. Maintenant, l'utilisation de l'eau de pluie, c'est sans procédure d'autorisation. Et pour les eaux usées, il y a toujours une procédure, mais simplifiée, à condition évidemment que cette eau ne soit pas utilisée dans les logements, c'est encore logique, les hôpitaux, les crèches, les écoles, pas d'usage alimentaire tel que le lavage de la vaisselle, du linge, pas pour l'hygiène corporelle et pas pour remplir les piscines. Bon, jusque-là, c'est plutôt logique. Donc il faut bien aussi comprendre que même si le décret français, il assouplit la réutilisation des eaux usées traitées, on a malgré tout un Parlement européen qui nous dicte des règles, notamment au niveau de l'irrigation. Et pour l'irrigation, en utilisant de l'eau usée traitée, les règles elles sont très strictes. Et surtout, depuis peu, on a changé la répartition des responsabilités. Avant, si vous tombiez malade, c'était de la faute de l'agriculteur.
Donc les traiteurs d'eau, ils étaient allez-y, utilisez, mon brave, je vous en fais grâce. Maintenant, c'est aux traiteurs d'eau de prendre la responsabilité, de faire la qualité, de faire le plan de gestion des crises. Du coup, forcément, on n'y va pas tant qu'on n'est pas sûr. Donc on avait quand même en 2014 un autre décret qui nous permettait la réutilisation des eaux usées dans les cultures et dans les espaces verts. Donc heureusement, on n'a pas attendu 2022 pour se pencher sur la question. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu plus simple. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote. Je vous rassure, Paris, ça fait des années qu'on n'utilise plus d'eau potable pour laver les routes. Donc depuis plus d'une décennie maintenant, Paris capte en fait ses eaux au niveau du canal de l'Ourcq, qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris, donc au nord. Environ 80% de l'eau utilisée est captée là. Et on va donc alimenter les 13 000 bouches de lavage de Paris. Donc de temps en temps, quand vous vous baladez sur Paris et que vous voyez de l'eau jaillir au niveau des caniveaux, ne vous en faites pas, c'est normal. On est en train de procéder à un lavage des trottoirs et caniveaux. Et donc on fait passer de l'eau non potable pour charrier tous les déchets. C'est aussi cette eau-là qui alimente différentes cascades, comme celle qu'on peut retrouver au niveau des buttes Chaumont et Montsouris. Donc voilà, on a commencé quand même depuis plus d'une décennie à s'intéresser aux usages non potables de l'eau. Il y a autre chose intéressante qui s'est passé en 2023 en plus des décrets, c'est le fameux plan sur l'eau qu'on a eu fin mars 2023 dans un super discours au bord d'un lac qui nous donnait 6 axes pour 53 mesures, rien que ça, concernant du coup l'organisation et la sobriété des usages de l'eau, qui nous parlait de la disponibilité de la ressource, de la préservation de la qualité de l'eau, d'outils pour atteindre ses ambitions, ouais, c'est mieux de ne pas le faire avec un cure-dent et du fil dentaire, de répondre mieux aux crises de sécheresse, et enfin, en fait, de suivre aussi les engagements qu'on a pris, parce que c'est quand même mieux. Donc forcément, avec tout ça, on devrait pouvoir faire des choses, et des choses ambitieuses, puisque l'objectif pour 2030, donc d'ici 5 ans et demi, c'est de passer à 10% d'eau réutilisée en France. Encore une fois, on était à 1% l'année dernière. Allez, un petit ratio x10 en même pas 5 ans. Ça, c'est du challenge. Donc ça représenterait quand même 300 millions de mètres cubes d'eau par an réutilisables en France métropolitaine. Du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup de projets possibles, mais qu'il fallait faire attention aux usages derrière. Ce n'est pas une solution unique, la réutilisation des eaux usées. Donc, de 2017 à 2022, on n'avait que 13 projets qui avaient été identifiés, donc qui étaient en cours de réalisation, un pour de l'irrigation et le reste pour des arrosages d'espaces verts. Normal, avant 2022, on n'avait pas encore le décret qui nous agrandissait ces usages. Tout de même, entre 2017, on avait 29 projets à l'étude, ça ne veut pas dire qu'ils ont été retenus, et 2022, où il y en avait 136, on a vu qu'il y avait quand même un gain d'intérêt de 468%. C'est quand même que les collectivités locales, elles commençaient à s'y intéresser grandement. Mais alors, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi, sur 136 projets, il n'y en a même pas 1 sur 10 qui est retenu ? Tout simplement parce que chaque projet est avec autorisation préfectorale uniquement. Ça veut dire qu'il faut une lettre qui explique le projet, qui explique les enjeux, qui explique quelle eau on va utiliser, pourquoi elle était rejetée là avant et pourquoi on ne la rejette plus. Et surtout, il faut faire l'analyse de risque, usage par usage. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des dossiers de 150 pages minimum. Or, la compétence eau et assainissement, depuis du coup 2023, elle appartient aux communes. Est-ce que vous pensez vraiment que toutes les collectivités locales, toutes les communautés de communes, communautés d'agglos, elles ont tous et toutes un service juridique prêt à travailler là-dessus pendant 1 an non-stop ? Pas vraiment. On sait que le service public est souvent en déficit de fonctionnaires, donc forcément, on n'a pas toujours les ressources humaines pour monter de tels projets. Mais ça va, parce que de toute façon, depuis la simplification de 2023, chaque projet ne met plus que 6 mois à être validé. On a gagné du temps déjà. Donc ça, les 6 mois, en fait, c'est tout simplement que si le préfet il n'est pas revenu vers vous dans les 6 mois après le dépôt, c'est un oui tacite. Ça ne veut pas dire qu'il est validé, c'est juste que qui ne dit mot consent. C'est pour ça que depuis les annonces du gouvernement, déjà, Veolia, il est sur les starting blocks. Donc Veolia, c'est un des leaders mondiaux au niveau du traitement des eaux. Et il visait une centaine de STEP, donc de stations de traitement des eaux polluées, avec leur système qu'ils appellent le Reud Box, qui sont en fait des conteneurs
qui permet de facilement agrémenter votre station déjà existante sans refaire du génie civil, avec des petits conteneurs ou des skids qui produisent pour les plus petits 5 à 10 mètres cubes par heure et pour les plus gros jusqu'à 20 mètres cubes par heure d'eau réutilisable. Donc ça, c'est assez facile du coup à implémenter pour les stations déjà existantes. Suez, pareil, donc le concurrent direct, eux, ils avaient une quarantaine de projets en cours, de l'année en pré-études ou en études. Donc même si on a beaucoup plus de projets qu'à une époque, encore une fois, avant le décret 2023, ces projets étaient valables que pour 5 ans. Comment lever des fonds et trouver des investisseurs quand le projet ne sera jamais amorti? Forcément, c'était une des premières contraintes à la réutilisation des eaux usées en France qui explique qu'on n'est toujours qu'à 1% aujourd'hui. Il est impossible de lever des fonds quand il n'y a pas de retour sur investissement. Ensuite, même si maintenant on peut laver les voiries avec de l'eau traitée, il ne faut pas plus de piétons à plus de 20 mètres. Il faut que le vent il soit à moins de 20 km/h. Il faut que le lavage des routes ne soit pas à proximité d'établissements recevant du public ni d'hôpitaux. Et il faut des suivis hebdomadaires sur plusieurs paramètres. Donc encore une fois, il faut la ressource humaine pour assurer tout ça. Donc en mars 2023, donc un petit peu avant la pérennisation du décret, et du coup de la réutilisation des eaux usées en France, on avait quand même 20 projets déposés. Seulement 5 étaient en cours d'instruction et 0 avait à ce moment-là reçu une autorisation. Donc encore une fois, à cause de cette analyse de risque usage par usage et la demande que chaque projet soit multi-usage et donc toujours plus de pages au dossier font qu'on a un fort millefeuille administratif assez redondant. Avec le plan eau, on a instauré un guichet unique et une accélération est du coup espérée. Et on verra si cette année est la grande année du boom de la réutilisation des eaux usées traitées en France. Du coup, la réutilisation, elle répond à plusieurs enjeux, donc environnementaux d'une part, économiques d'autre part, et surtout sociaux. L'eau, c'est un bien partagé. Il existe donc de nombreux conflits des usages de l'eau. Donc, on l'a bien vu avec les tensions qu'on a eues l'année dernière avec les agriculteurs. La Cour des comptes, elle préconise, elle, de modifier les comportements des gros consommateurs en premier lieu, plutôt que de taper sur monsieur et madame tout le monde qui oublient de fermer le robinet quand ils se brossent les dents, même si c'est mieux. Donc en France, on va prélever jusqu'à 33,5 milliards de mètres cubes d'eau par an. Encore une fois, prélever ne veut pas dire utiliser. On a 80% de l'eau de surface. Ça veut dire que si je fais de la potabilisation, alors oui, je prélève, je consomme, mais je redonne au milieu naturel. L'industrie, pareil, elle consomme 4%, mais elle prélève 8%. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai juste besoin d'eau pour refroidir un équipement. J'utilise l'eau comme fluide caloporteur pour faire du coup un petit peu de refroidissement et je la rejette quelques centaines de mètres plus loin dans la rivière, juste quelques degrés plus chaud. Je ne l'ai pas forcément utilisée en tant que telle. On a aussi pas mal de voies navigables en France. Donc pareil, des fois, je vais juste divertir une rivière pour alimenter un bras qui permettra la navigation à cet endroit-là parce que le niveau était un peu trop bas ou sinon. L'eau a été prélevée, mais pas forcément consommée. Donc, ensuite, en France, il existe donc 4 niveaux de sécheresse. On a le niveau vigilance, qui en 2022 était partout, tout le temps. On a le niveau alerte, alerte renforcée et crise. Heureusement, il existait un décret, cette fois départemental et pas préfectoral, depuis 2021, qui autorisait les préfets départementaux à imposer des restrictions des usages de l'eau. Pourquoi c'est important? Parce que normalement, ce sont toujours les préfets, donc les préfectures donc de la région, qui vont faire ce genre d'arrêté. Sauf qu'on l'a bien vu avec le redécoupage des régions, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la moitié de la France. On n'a pas les mêmes problématiques entre les départements. Il était donc important de donner le pouvoir aux préfets des départements pour adapter à la localité les problématiques. Encore une fois, le reuse, il ne faut pas qu'il favorise les usages économiques au détriment des milieux récepteurs. Il ne s'agit pas d'une solution unique applicable partout. Ça peut par exemple être très utile dans une ville côtière qui ne rejetait pas dans une rivière pour arroser du coup ces espaces verts, pour nettoyer les routes. Mais ça peut être également être utile pour recharger des zones humides ou recharger des nappes phréatiques. Plusieurs solutions sont applicables, parfois une, parfois deux, parfois aucune. Encore une fois, il faut vraiment adapter cette solution selon le besoin et la localité.
C'est pas du remplacement, c'est vraiment un accompagnement. Donc on passe vraiment d'une gestion linéaire à une gestion circulaire et de pratiques actuelles à des pratiques du coup durables. Et c'est ça qui est important. Donc maintenant, je vais vous présenter quand même ce qu'on fait en France, hein, parce que heureusement, on n'est pas non plus à la traîne sur le sujet. Nous, en jaune, ces îles Nanterre, on va aller se balader un petit peu dans l'Est et dans le Sud de la France pour voir ce qu'on fait de bien. Donc déjà, on va aller à Toulouse, aller un petit peu de sud, un petit peu de soleil. Qu'est-ce qu'ils font à Toulouse? Ils ont un petit projet assez sympa qui s'appelle Valréu. Et initialement, c'était que pour le golfe voisin. Donc juste de l'eau, du coup, réutilisée pour arroser un golfe. Encore une fois, pas besoin d'eau potable pour ça. Et ça permet que les activistes ne viennent pas boucher les trous de golf avec du béton parce que non, mais regardez, j'utilise pas de l'eau potable pour que ça reste vert en pleine sécheresse. Mais voilà, le projet, il a fait parler de lui. Il y a de plus en plus de gens qui ont été intéressés. Et on est passé... Donc production en 2020, 60 mètres cubes par heure. C'est assez impressionnant pour du membranaire. Et comme ça a intéressé pas mal de collectivités aux alentours, on est passé... Les questions seront juste à la fin. On est passé quand même de 20 000 à 120 000 mètres cubes produits par an. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de Toulouse de Ginestou? On réutilise les eaux produites par vous, moi et toutes les personnes qui y vivent. On traite cette eau. Une partie continue d'être rejetée dans le milieu naturel une fois qu'elle est propre. Et l'autre partie, ça passe par du membranaire désinfection. Et on a littéralement un service, des stations-service de camions hydrocureurs qui viennent faire le plein, cette fois d'eau, pour nettoyer les routes ou les réseaux des communes alentours. Donc là, c'est assez intéressant au niveau du coup du développement de la demande. Et aussi, on a une étude pour faire en sorte que les chasses d'eau aux alentours soient alimentées par cette eau non potable, ce qui serait quand même un joli gain au niveau de notre consommation. Après, c'est assez compliqué à mettre en place parce que soit il faut que ce soit construit au moment de la création du bâtiment, soit il faut que ce se fasse après et démonter des murs pour mettre un double réseau de canalisation, c'est plus compliqué. Donc l'autre idée qu'ils veulent, c'est alimenter le futur garage-atelier d'une ligne de métro pour nettoyer les rames. Alors bon, c'est moins impressionnant que Los Angeles, c'est seulement 930 000 € estimés, financés à 70% par les agences de l'eau. Et il faut comprendre que sur les 930 000, il y en a quand même 300 000 qui sont juste pour les cuves de stockage. Et le contrôle et la maintenance et la métrologie des équipements. Donc quand même une belle part du budget. Ensuite, on va aller du coup dans l'Aube et donc à Romilly-sur-Seine et en Dordogne, Bergerac, donc deux villes complètement différentes. Romilly-sur-Seine, 14 000 habitants, Bergerac, 27 000. Ce qu'ils font, c'est que tous les deux, ils ont pris le fameux système de reuse box de Veolia. Donc vraiment, ce sont des petits conteneurs assez facilement incrémentables dans une station déjà existante qui va produire donc 5 à 20 mètres cubes par heure d'eau réutilisable. Donc Veolia, encore une fois, souhaitait que plus d'une centaine de villes soient avec ce système d'ici la fin 2023. Surtout que depuis le décret 2022, les usages ont été un petit peu diversifiés. Là, les communes commencent à être intéressées. Ce qui se passe, c'est que pour Romilly, quasiment toute l'eau donc envers ces prises d'eau sur le réseau urbain. Donc ça, c'est la lutte contre les incendies. Process industriel et arrosage d'espaces verts. Donc process industriel, c'est tout simplement qu'une station d'épuration, elle utilise des réactifs chimiques fortement concentrés qu'il faut diluer pour les utiliser. Et autant utiliser de l'eau qu'on a produit nous-mêmes, hein. Ça fait des petites économies. À côté, Bergerac, qui sont un peu plus petits, puisqu'ils ne réutilisent que 11 000 mètres cubes par an. Et eux, c'est vraiment que pour des usages urbains, donc nettoyer les routes. Et du coup, en utilisation en interne de la station. Mais encore une fois, pour faire ces petits projets, il a fallu plus de 150 pages de dossier. Et plus il y a d'usages prévus, plus il y a une analyse de risque à faire. La lourdeur administrative, c'est vraiment ce qui a fait qu'on n'est qu'à 1% aujourd'hui de réutilisation sur l'ensemble du territoire français. Ensuite, on a d'autres villes, donc encore une fois dans le sud, c'est là où les tensions en eau sont le plus présentes, comme Cannes. Donc Cannes, depuis juin 2023, utilise des eaux usées traitées pour ses routes. Et pour ceci, il leur a fallu 3 fois rien. Hein. Juste plus de 1026 analyses réparties sur 3 ans, et tout ça pour seulement 5 ans d'autorisation d'usage. Bon, ça fait beaucoup de boulot pour une courte durée,
mais on espère qu'avec les nouveaux décrets, ça soit un petit peu plus périn. Ce qu'ils font, c'est que c'est une station qui est intéressante puisque Cannes, donc, c'est vraiment en bord de mer. Donc quand on va traiter les eaux usées, elles vont être rejetées au niveau des littorales. Donc très très loin des côtes évidemment pour ne pas impacter les baigneurs. Pour autant, ça ne vient pas alimenter une rivière qui était déjà en souffrance dans le sud. Donc là, le reuse, il a tout son sens puisqu'on va utiliser de l'eau non potable pour arroser des espaces donc, qui vont être très chauds. Et en plus, comme c'est une ville très touristique avec le festival de Cannes, on a une grosse consommation en eau. Donc c'est intéressant du coup d'avoir cet usage multiple. Bon, ça reste aussi des analyses mensuelles d'autocontrôle. Et pour le lavage de voirie, l'arrosage d'un terrain de foot et des arbres de la commune, on utilise seulement 300 000 m3 par an sur les 15 millions qui sont traités au niveau des stations d'épuration de Cannes. Donc encore une fois, on a un fort potentiel qui est encore utilisable. Ça va permettre aussi de soutenir du coup un fleuve qui est à proximité, qui est souvent du coup période d'étiage, c'est là où le débit est le plus bas. On va venir soutenir la rivière pour avoir un débit minimal acceptable. Donc c'est une station membranaire avec des UV en désinfection. Et ils espèrent, bon là il va falloir trouver de l'investissement puisque c'est chiffré à 1 million d'euros entre le stockage, les pompes, les canalisations, mais déployer un réseau spécifique d'eau réutilisable à Cannes pour alimenter les industriels et les agriculteurs qui sont proches. Donc encore une fois, créer de telles canalisations, ça coûte de l'argent et donc il faut réussir à rallier des gens au projet. Le dernier exemple dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est à Fréjus, donc dans le Var, pareil, toujours dans le sud. C'est une résidence toute nouvelle qui a été inaugurée en décembre 2022, qui, du coup, sur les 124 logements, réutilise ces eaux grises. Donc les eaux grises, c'est les eaux que vous utilisez pour votre douche, pour vos lavabos ou pour préparer et nettoyer vos ustensiles de cuisine. Comparé aux ce qu'on appelle les eaux noires ou les eaux vannes, qui sont les eaux de vos toilettes. Donc là, on n'utilise vraiment que des eaux facilement nettoyables, si je puis dire. Par contre, commencez pas à balancer de l'eau savonneuse sur vos plantes. Hein. Les détergents, c'est pas du bon engrais, ils n'aiment pas trop. Du coup, il y a quand même un traitement qui est fait au niveau de ces eaux grises et qui permet quand même d'arroser plus de 1500 mètres carrés de végétation. Donc de végétation adaptée à un climat chaud et en goutte à goutte pour limiter un maximum, du coup, l'usage des eaux. Pour ça, il a fallu 3 fois rien, hein, juste des dérogations préfectorales, des dérogations de l'ARS, donc c'est l'Agence nationale de sécurité, l'Agence régionale de santé. Et pourquoi ça a pu se faire? Parce que c'est un pilote. Et les pilotes, c'est le petit mot magique pour dire « Regardez, je fais de l'innovation, permettez-moi de faire des choses interdites, comme ça on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. » Et effectivement, là, c'était un promoteur immobilier donc, qui avait des leviers d'action que des communes n'ont pas forcément. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils ont réussi à monter le projet. C'est en termes d'expérimentation. Et donc les eaux grises sont récoltées, elles sont traitées pour traiter la matière organique. Ça passe par un procédé membranaire d'ultrafiltration et on récupère 3 mètres cubes par jour pour arroser les plantes. Ça équivaut à 1000 mètres cubes par an, soit votre consommation d'eau potable pour les 18 prochaines années. Si un seul lotissement vous permet de récupérer 18 ans de consommation en eau potable, ça vaut quand même le coup. Évidemment, il y a des analyses qui sont faites 2 fois par mois pour garantir la conformité des rejets. Du coup, je vais vous reposer la même question qu'en début de présentation. Serez-vous prêt à reboire l'eau de vos toilettes? Le décret 2023, il a permis une forte avancée au niveau du lancement des projets. L'eau est enfin reconnue comme une ressource finie qu'il faut ménager. Pour autant, donc en 2023, 100 stations reuse ont permis d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau par an et donc le gouvernement français souhaite qu'on fasse un petit x10% au niveau de ces économies. Ça reste perfectible. Les enjeux économiques, ils ont été mis au cœur des négociations au lieu de ce qui était important, c'est-à-dire le soutien du débit minimal des fleuves et rivières en été. Si la réutilisation des reuse est une grande avancée, il y a une condition ferme qui aurait dû être mise sur le retour au milieu récepteur à 100% quand les milieux y sont à sec. Donc, est-ce qu'il faut aussi continuer à utiliser une technologie de plus en plus poussée?
au lieu de réduire la pollution à la source. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer récemment, mais il y avait un projet de loi d'interdiction totale des polluants éternels, PFAOS, donc dans tout ce qui est Tefal, Téflon, etc., donc au niveau des ustensiles de cuisine. Moi, j'étais sûre que c'était depuis déjà 10 ans que c'était interdit totalement. Mais apparemment, non. Donc, encore une fois, ces polluants éternels, c'est une des seules façons de les traiter. L'ultrafiltration, la microfiltration, l'osmose inverse. Si on ne fait pas ça, ça se retrouve dans la nature. Donc, encore une fois, quel est le mieux? Empêcher la pollution à la source ou la traiter pour pas qu'elle aille au milieu naturel. Les différents experts du secteur, donc c'était l'ASTEL et le projet Amorce, eux, ils avaient demandé à ce qu'on favorise le multi-usage, mais qu'il n'y ait aussi pas de paramètres sur la ressource initiale utilisée, qu'on puisse mélanger les eaux du moment qu'en sortie, il y avait tous les paramètres qui étaient respectés pour le reuse. Donc encore une fois, la France commence à faire des efforts dessus. On a plus de 1000 projets cette fois qui sont à l'étude sur 5 ans. On va économiser, on espère, jusqu'à 300 millions de mètres cubes d'eau potable. Et le budget, il est quand même intéressant, puisque pour le budget études et faisabilité uniquement, c'est plus de 2 millions d'euros répartis sur 3 ans. Donc après, une fois que les projets seront faits, c'est là où vous, BTP, vous allez jouer, parce que les réseaux et les cuves, c'est vous qui allez probablement les construire demain. Voilà. Avez-vous des questions? Merci beaucoup pour cette présentation, Louise. On va passer à la séquence questions-réponses. Je vous entendais réagir. Nombreux d'entre vous réagissez. J'imagine que vous avez plein de questions. Donc, si vous avez des questions via le live, vous envoyez vos interrogations à causerie@cesi.fr. Tiens, si tu peux passer sur la slide après, comme ça, ils auront l'adresse. Voilà, causerie@cesi.fr. Donc, levez bien la main et je vous apporte un micro. Moi j'avais juste une question, c'est sur une des slides, vous avez parlé de 60 mètres cubes par heure en membranaire. Et en fait, je sais pas ce que c'est le membranaire. Du coup, j'aurais voulu savoir. Voilà. Du coup, la question concernait les traitements par membrane. Effectivement, aujourd'hui, je voulais vous faire du coup une introduction à la réutilisation des eaux usées. Le membranaire, c'est une technique qui est utilisée donc par des membranes qui vont être soit en céramique, soit en différents matériaux organiques. Et en gros, pense à un filtre. Maintenant, tu le fais encore plus petit, puis tu le fais encore plus petit. C'est ça du membranaire. Et du coup, on va parler de microfiltration quand tu arrêtes au micromètre, ultrafiltration, nanofiltration quand tu utilises du nanomètre. Donc là, tu vas retenir tout ce qui est pesticides, résidus médicamenteux. Et l'osmose inverse, en fait, tu vas tout retenir à part la molécule d'H2O. C'est pour ça que c'est ça qui est utilisé pour le dessalement de l'eau de mer, parce que pour retirer du sel, NaCl, toute petite molécule, faut aller jusqu'à l'osmose inverse, qui est du coup extrêmement énergivore. C'est pour ça que faire ça avec de l'eau non pas salée, mais avec des eaux usées déjà traitées, il y a moins de pollution à retirer, c'est plus simple et donc un peu moins énergivore. Et ça te donne une eau en qualité, mais incroyable en finale. On a une question sur le live. Donc, Romain qui demande, aujourd'hui, dans les grandes agglomérations, notamment en région parisienne, on voit non seulement les trottoirs, mais aussi les routes être lavées à grandes eaux. N'est-ce pas une hérésie, sachant que cette eau pourrait être recyclée ou à minima être réutilisée ailleurs? Alors effectivement, heureusement que l'eau qui est utilisée n'est pas potable, notamment donc vraiment sur Paris. C'est donc des retenues d'eau non potables qui sont faites en grande partie, notamment de l'eau de pluie. Et du coup, l'eau est surtout prélevée dans le canal de l'Ourcq. C'est pas de l'eau potable, donc ça sert à nettoyer nos trottoirs. Et après, cette eau, elle passe dans les égouts, elle est recyclée par la station d'épuration et rejetée au milieu naturel. Donc forcément, ça fait quand même mal au cœur de voir de l'eau être utilisée pour nettoyer les déchets, mais il y a quand même la santé publique qui est en jeu et on ne peut pas se permettre non plus de laisser les déchets s'accumuler au niveau des trottoirs. Question ? Vous avez parlé de eau météorite, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Une météorite, c'est ce qui tombe du ciel, donc littéralement l'eau météorite, c'est comme ça qu'on va appeler la pluie, mais ça va aussi comprendre la neige ou la grêle, etc. Donc tout ce qui va tomber sur le sol de manière liquide ou solide, c'est considéré comme de l'eau météorite. Une question dans la salle ? J'arrive.
Madame, j'ai 2 questions. La première, c'est concernant justement le traitement des eaux marines. Justement, on arrive à récupérer du sel et tout en surplus. Et pourquoi on les renvoie dans la mer? Il n'y a pas une autre moyen, il n'y a pas un autre procédé justement pour, je sais pas, retransformer ce sel ou justement le retraiter pour, au lieu de le remettre dans la mer justement qui tue la faune. Donc effectivement, quand on parle du dessalement de l'eau de mer, le sous-produit, c'est de la saumure. Alors, moyen le plus simple de se débarrasser de ce déchet liquide, c'est de le remettre effectivement dans le milieu marin. Et tant que le dessalement n'était pas encore si populaire, l'effet de dilution suffisait à revenir à l'équilibre. Comment traiter ce déchet ultime? Est-ce qu'il faudrait du coup évaporer l'eau, récupérer le sel et en faire du sel de table? Pas forcément possible. Est-ce qu'il faudrait l'enterrer comme un déchet ultime nucléaire? C'est pas non plus une bonne solution. Donc effectivement, la question des déchets, elle se pose. Comment traiter ces déchets aujourd'hui de manière la plus simple et la plus bénéfique pour l'environnement? Je me permets de rebondir là-dessus. Pour le nucléaire, je comprends justement, on arrive à enterrer justement ces grosses cuves et tout, on arrive à s'en sortir avec ça. Mais du coup, c'est pas plus logique pour le coup d'éviter de tuer des poissons ou je sais pas, des espèces marines plutôt que de les enterrer. C'est justement cette saumure-là. Justement, aujourd'hui, donc on tue les espèces marines, c'est pas forcément bon pour la survie de l'espèce. C'est clair. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution, en tout cas parfaite, déjà mise en place pour le traitement de la saumure. Ce sera dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles avancées technologiques qui sont à faire sur le sujet. Ok. Et ma deuxième question, c'était par rapport à votre introduction. Vous avez parlé justement pour les voyages dans l'espace et tout, justement qu'ils arrivaient à récupérer tout ce qui est dégagé par la respiration, tout ce qui est vapeur et tout. Et dans le cours de votre présentation, vous avez parlé de 40% justement d'eau qui partent en ruissellement et 60% en évaporation. Et justement, les 60%, on ne sait pas les récupérer justement avec cette méthodologie, on va dire, américaine, justement à plus grande échelle. Alors en France, quand même, on n'est pas dans un pays hyper aride où on a besoin de récupérer l'eau ambiante. Cette eau qui s'évapore, c'est ce qui alimente tes nuages. Tes nuages, ils vont te redonner de la pluie. Tout ça, c'est un cycle qui va du coup se répéter. Est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de capter l'humidité ambiante dans l'air? C'est déjà un petit peu futuristique et aussi un petit peu la situation vraiment catastrophique là dans laquelle tu parles. Imagine, là dans la salle, on est à quoi? On est à 60% d'humidité. Ça veut dire qu'on peut descendre à 40% d'humidité sans qu'on ait la gorge qui nous pique parce qu'il est sec. Est-ce que ce serait intéressant, là, tout de suite maintenant, qu'on récupère 20% de l'humidité de la pièce pour en faire de l'eau potable? Encore une fois, on n'en est pas encore à ce niveau-là en France, heureusement. Avec les stations d'épuration, le recyclage de l'eau, pourquoi nos rivières restent polluées? Tout simplement parce que déjà, il y a beaucoup de stations d'épuration, elles sont quand même cinquantenaires. Il faut bien imaginer que ce qu'on avait trouvé comme polluants à l'époque et les polluants actuels, ils sont différents. Notamment, je pense à tout ce qui est fibres de microplastique. Aujourd'hui, on sait que ça passe à travers nos stations sans traitement, puisque la plupart des stations conventionnelles, elles n'ont pas de filtration. C'est des procédés de très bonne qualité qui permettent d'abattre très fortement la pollution dissoute. Par contre, ces micropolluants, donc tout ce qui est pesticides, médicaments ou microplastiques, ils rentrent de la station et ils sortent quasiment intouchés. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait soit instaurer une politique au niveau du pollueur, donc tout le monde dans vos machines à laver, on met un filtre qui retient les microplastiques, ou alors on adapte les stations d'épuration pour mettre de l'ultrafiltration ou de la nanofiltration. Ta facture en eau, elle va faire un petit x10 au niveau du prix. Tu vas passer de 5 € du mètre cube à 50 € du mètre cube pour réussir du coup à amortir ces investissements. Est-ce que toi aujourd'hui tu es prêt à payer 10 fois plus cher ton eau au robinet? La réponse est non, tu fais non de la tête. C'est aussi à ce niveau qu'on est un petit peu bridé. C'est que même si on veut rendre à la rivière l'eau la plus propre possible, on nous demande au quotidien de faire des économies d'énergie, des économies de réactifs, des économies, et forcément à un moment, on arrive à un palier entre l'eau qu'on est capable de produire au moindre coût pour la meilleure qualité. On va devoir conclure là. Merci beaucoup Louise d'être venue à cette causerie. Merci pour cette présentation. Évidemment, vous avez la possibilité après de poser des questions à Louise dans l'espace café si vous avez quelques instants, ou de m'envoyer à causerie@cesi.fr vos interrogations que je lui transmettrai.
Vous aurez la possibilité de revoir les replays ainsi que l'ensemble, comme je vous le disais, de une soixantaine, 70 causeries sur le YouTube dans la playlist Les Causeries Saisies. N'hésitez pas. Mais si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions toujours à la même adresse. La semaine prochaine, je vous invite à suivre la causerie. Sujet totalement différent, mais qui vous concerne également tous. Potentiellement, VIE, l'expat, détaché, quelles sont les différences de ces contrats locaux. Ça peut être très intéressant. Je sais que nombre d'entre vous, moi qui m'occupais des anciens particulièrement, ont des vues sur certains contrats après leur apprentissage ou autre. N'hésitez pas à suivre cette causerie hyper intéressante. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Un bon après-midi à tous et n'oubliez pas, la curiosité est source de richesse.